Entrevue radiophonique. Activité 20. Notre équipe radio au Canada a décidé de suivre la première navigatrice nord-américaine à traverser l'Atlantique Nord direction Est en solitaire. La Montréalaise Mylène Paquette est partie de Halifax le 6 juillet dernier. Elle devra franchir à la rame la ligne d'arrivée à l'île d'Ouessant le 12 novembre prochain. Si elle réussit cet exploit, elle deviendra la première à parcourir 5000 kilomètres. Elle prévoit environ 130 jours en mer. Ensuite, l'aventurière aura hâte de poser le pied sur la terre ferme. La rameuse recevra des provisions dont des fruits et des légumes frais. Son bateau, une coquille auto-redressable, a été fabriqué à Rimouski. Un des objectifs du voyage de Mylène Paquette est de sensibiliser les gens à l'importance des écosystèmes marins, notamment ceux du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Pendant sa navigation, elle dit qu'elle prendra le temps d'échanger avec de jeunes élèves, tant sur son aventure que sur l'océan sur lequel elle naviguera. Mylène Paquette est préposée aux bénéficiaires auprès des enfants de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle a découvert la rame océanique à 27 ans. En 2010, elle effectuait une première traversée de l'Atlantique à la rame entre la Barbade et le Maroc. Elle était alors la seule femme d'un équipage de 6 rameurs. Activité 21. Invités à témoigner, 3 réfugiés ont pris la parole pour évoquer leur réalité. À l'heure où les signes d'hostilité se multiplient, leur témoignage indispensable offre une vision brute et nuancée de l'exil. À l'occasion de la Journée nationale des réfugiés, le PREDA, le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, a voulu donner la parole à 3 d'entre eux pour mettre des visages sur des destins parfois tragiques, souvent méconnus. Ils arrivent du Soudan, du Kurdistan irakien ou de Colombie. Menacés, leur départ a été salutaire mais déchirant. Au Canada, ils repartent de zéro et doivent se reconstruire loin de leur famille. Ils ont 30 ans et sont réfugiés, ils n'ont pas choisi cette situation et ne rêvent que de rentrer chez eux. Tous racontent les difficultés de quitter leur pays, leur famille et leur statut social. Les commentaires sont unanimes. Oui, le Canada a été là pour eux. Le pays les a sauvés en quelque sorte. Par contre, ils ne sont pas là par plaisir, mais par survie. Publié mardi, le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, montre que le nombre de réfugiés a augmenté de 3 millions en 2017 contre 300 000 en 2016. Le rapport indique aussi que 4 réfugiés sur 5 sont partis dans un pays voisin du leur. 85% des réfugiés vivent dans un pays en voie de développement. Un chiffre qui rappelle que les pays qui accueillent le plus de réfugiés ne sont ni en Amérique du Nord, ni en Europe. La directrice scientifique du centre de recherche Sherpa, Cécile Rousseau, se dit inquiète de la situation des réfugiés et l'accueil hostile auquel ils peuvent faire face, aux États-Unis par exemple, ou en Méditerranée. Le droit d'asile se rétrécit et se grignote petit à petit. Ça remet en cause le droit d'asile et les conventions internationales des droits de l'homme. Il y a de quoi être inquiète. S'alarme-t-elle. Elle garde pourtant espoir grâce aux bonnes pratiques du Québec dans le secteur social, de la santé et de l'éducation. Les humains sont capables de passer par-dessus des traumatismes et ça les rend souvent exceptionnels. Ils deviennent des citoyens très précieux pour nos sociétés. Non, nos sociétés n'ont pas accepté un fardeau. Non, ce ne sont pas des coûts énormes pour notre système de santé et d'éducation. Plaide-t-elle. Article de Simon Mauvieux. Vivre l'exil entre détresse et soulagement. Paru dans Métro le 19 juin 2018. Activité 22. C'était une des rares avancées sociales européennes proposées par la commission Juncker au printemps 2017. C'est pourtant une version très pâle du texte d'origine qui a été adoptée jeudi 21 juin par les ministres du Travail et des Affaires sociales de l'Union européenne. Il s'agissait au départ de donner aux 28 pays membres de l'UE les mêmes règles sur le congé parental, de préférence mieux-disantes, pour une majorité. 4 mois par parent et par enfant, rémunérés aux mêmes conditions que les arrêts maladie. Mais plusieurs États ont bataillé contre cette idée et obtenu gain de cause. Les représentants des États membres ont fini par s'accorder sur un texte qui n'impose plus aucun niveau minimal de rémunération. L'obligation de partage entre le père et la mère est limitée à 2 mois pour un congé de 4 mois pour chaque parent, dont 1 mois et demi indemnisé.
Le Parlement européen doit se pencher à son tour le 11 juillet sur les propositions de l'exécutif européen lors d'une réunion de la Commission emploi qui pilote les discussions. La France, en particulier, s'est opposée à cette amélioration du congé parental pour des raisons de coût, suscitant une réaction indignée des syndicats et des associations familiales, qui ont déploré, dans 2 lettres ouvertes, la frilosité du président de la République sur la question. Peu de pays ont réellement expérimenté un revenu parental en tant que tel. La plupart compensent le congé lié à une naissance, congé maternité et ou de paternité, et aident, plus ou moins généreusement, à la prise en charge d'un enfant en bas âge, congé parental d'éducation. 7 pays de l'Union ne rémunèrent pas du tout le congé parental. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, les Pays-Bas, Chypre et Malte. Article de Mathilde Damgé. Instaurer un revenu parental serait-il souhaitable et possible? Paru dans Le Monde, 22 juin 2018. Activité 23. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Jérôme Pruneau, je suis directeur général de Diversité Artistique Montréal, organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture. Et je suis aussi docteur en ethnologie. Quand et pourquoi avez-vous porté un intérêt à l'interculturel? Je dirais que mon premier intérêt s'est porté quand j'ai vécu en Guadeloupe. Il y a de ça plus de 6 ans déjà, j'ai vécu 8 ans là-bas. Où pour la première fois de ma vie, finalement, c'était moi la minorité visible. Alors c'est toujours intéressant de voir le regard que les autres portent sur soi, comment ça construit finalement une perception de l'autre et dans une possibilité de fait d'échange. Donc c'est là où la question de l'interculturel est survenue en premier, puis le fait d'être ici à Dame et de travailler avec des artistes on a 98 communautés différentes, nationalités différentes, donc c'est quelque chose qui nous intéresse et dans lequel on baigne tous les jours. Qu'est-ce que l'interculturel représente pour vous dans le milieu artistique? Moi, je trouve qu'au niveau, en tout cas artistique, l'interculturel, c'est vraiment la possibilité d'une co-création, d'une part. Donc la rencontre entre des créateurs, mais aussi la rencontre, et c'est la deuxième chose, je pense que c'est la rencontre entre des esthétiques différentes qui font qu'à un moment donné, finalement, l'esthétique principale, qui peut être liée à une vision très ethnocentrée, et c'est un peu le cas ici au Québec sur la façon de faire de l'art ou de pratiquer de l'art, est remise en question justement au contact de l'interculturel, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'art qui est fait ailleurs, qui est éduqué ailleurs, qui est appris ailleurs, transmis ailleurs? Qu'est-ce qu'on en fait ou pas, parce que c'est pas toujours évident que justement l'interculturel se produise, mais idéalement c'est de savoir comment on intègre les richesses extérieures à une façon de faire plurielle et non pas unique ou univoque. Et c'est là où l'interculturel est vraiment intéressant, prend du sens, d'autant que la discipline artistique ou le médium artistique peut être un objet naturel d'échange. Le musicien monte sur scène, il joue, et par la médiation de leur instrument, finalement le contact est déjà établi, donc il y a une facilité quand même au niveau artistique, je trouve, à la rencontre. L'art est une possibilité de rencontre assez facile, parce que c'est ça la difficulté de l'interculturel, c'est de créer la rencontre. Une fois qu'on l'a créé, ensuite il se passe des choses plus ou moins bien, ça marche plus ou moins bien, mais au moins la rencontre elle a lieu. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'interculturel de toute façon. Au fil des années, avez-vous assisté à une ouverture à l'interculturel dans le domaine artistique? Alors, dans le milieu des arts et de la culture, il y a, comme dans beaucoup de milieux professionnels, pas mal de protectionnisme. Donc il y a, d'abord parce que le marché est petit, Québec c'est un petit pays, il y a un petit marché, donc il n'y a pas déjà, en partant, être un artiste c'est difficile. Donc ça c'est une vie bien particulière, difficile. Donc pour le peu d'artistes qui réussissent, il n'y a pas forcément une volonté d'ouvrir en grand les portes aux autres. Parce que quand on est un acteur et qu'on réalise 10 publicités dans l'année à $3 000 la publicité, nécessairement on n'a